Bonjour à tous et bienvenue sur Tandem TV pour ce grand débat. Alors, je dois vous dire la vérité, cela n'a pas été facile de trouver un titre qui ne soit ni complaisant ni agressif. Alors, finalement, j'ai opté pour Benjamin Netanyahou, trois petits points, l'heure de vérité, point d'interrogation. Il est important. Alors, parler de Benjamin Netanyahou est un sujet très clivant, ou pour utiliser une expression, je dirais plus triviale, casse-gueule. Cela me rappelle un dessin de Daumier du début du siècle dernier, où on voyait les convives d'un repas familial se taper dessus à la fin du repas parce que un des convives avait prononcé le mot de Dreyfus. D'accord? Alors en Israël, apparemment, si vous soutenez Bibi, vous êtes bibiste. Si vous le combattez, vous êtes gauchiste. Bon, alors pour éviter de prendre position et de rester le plus neutre possible, je poserai mes questions à deux spécialistes que je vous présente tout de suite. À droite, je veux dire politiquement à droite, Jonathan Serrero, journaliste indépendant, spécialiste de politique israélienne et de la diplomatie du Proche-Orient, et à gauche, toujours politiquement parlant, Marco Sarabia, élu de l'Assemblée des délégués des démocratim, c'est le parti de Yair Golan, et membre du kibbutz Tsuba. Si je ne me trompe pas, dans ce kibbutz, on fait même du très bon vin, mais je ne suis pas sûr. C'est ça? Exactement. D'accord, voilà. Ça, c'est le Bordelais qui parle. Alors, pour commencer, chers amis, êtes-vous d'accord avec ces étiquettes? Jonathan, êtes-vous bibiste? Et Marco, êtes-vous gauchiste? Qui veut commencer? Et moi, j'ai pas de problème à dire que je suis un homme de gauche. J'ai toujours été de gauche, c'est-à-dire deux grands axes, la recherche de la justice sociale et la recherche constante d'un accord de paix global. Mais alors, homme de gauche, ça ne veut pas dire souvent gauchiste, c'est pas la même chose. Je ne sais pas ce que ça veut dire gauchiste, hein, parce que maintenant les mots sont galvaudés. C'est Je suis vrai. d'une gauche sociale. Je vis le socialisme au quotidien, au kibbutz, Oui. l'égalité et puis la lutte contre les difficultés personnelles et puis l'aspiration à un pays en paix et démocratique. Jonathan, est-ce que vous êtes bibiste? Je vais faire la même réponse que Marco. Je ne sais pas ce que ça veut dire être bibiste. Déjà, je suis journaliste, donc Oui, oui, ça c'est sûr. j'ai, je suis journaliste et j'ai eu dans ma carrière à interviewer, je pense, toutes les faces de la société israélienne, que ce soit des personnalités d'extrême droite ou des personnalités de la gauche israélienne, des personnalités aussi membres des partis arabes israéliens. J'ai fait des reportages au sein même du secteur arabe israélien où j'ai bon nombre aussi d'amis au sein de ce secteur. Un jour, je vais je vais vous raconter une petite anecdote. Ah oui, on C'était en est friand, hein. J'en suis très friand. voilà, juste un peu avant que Naftali Bennett et Yair Lapid décident de collaborer au sein même d'un gouvernement. J'avais posé la question à un membre du parti de Naftali Bennett, et je lui avais posé la question en tant que journaliste, de savoir si il allait oser s'associer avec des partis du Meretz et des partis, le parti de Mansour Abbas. Et il m'a qualifié de bibiste parce que j'avais osé lui poser la question. Bon, J'ai mais pas, ok. j'ai pas, pas compris sa réaction. Bon, moi, d'accord, j'enlève ces étiquettes, Voilà, franchement, un peu, on va dire même un petit peu dépassées, parce qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. complètement, Donc, j'enlève complètement. bibiste, j'enlève gauchiste. Voilà. Je dis ça parce que moi, souvent, mais c'est sur Facebook, hein, donc oui, ça va pas très loin. On me traite soit de bibi, soit de gauchiste. Bon, enfin, c'est pas grave. Mais alors, j'enlève ça. Mais vous êtes quand même, on va dire, à la droite de l'échiquier politique, malgré tout. Ou pas du tout. Je dirais que être défenseur de l'identité juive au sein de la société israélienne et défenseur de la terre d'Israël,
je sais pas où cela me place parce qu'il y a aussi des gens de la gauche israélienne qui sont défenseurs aussi du sionisme, des valeurs sionistes. Donc, je ne sais pas qui me place au sein de la droite israélienne. J'ai des opinions personnelles. Je n'en fais jamais part lors de mes interviews et lors de mes rencontres avec n'importe quelle personnalité de la vie politique israélienne. J'en fais part parfois dans certains messages quand cela me semble assez prégnant au sein après une actualité, mais, euh, mais voilà, et je n'ai pas honte de mes opinions. Non, mais Voilà. évidemment, non, mais moi je respecte à la fois les vôtres, évidemment, et celles de Marco Sarabia. C'était pour éviter de revenir sur ces étiquettes que je disais à l'instant, dépassées, voire même ridicules. Alors, on va continuer, donc, on va parler donc de Bibi Netanyahu, de Benjamin Netanyahu, du Bibi, et puis dire qu'avec un total de 17 années passées à la tête du gouvernement, dont 12 consécutives, Benjamin, donc Netanyahu, est le Premier ministre israélien qui a exercé cette fonction le plus longtemps, aussi bien d'ailleurs de manière consécutive que globale. Je me souviens d'un slogan en 68, vous voyez, ça ne me rajeunit pas, où quand les étudiants scandaient des slogans contre De Gaulle, criaient « 10 ans, ça suffit ». Est-ce que c'est trop long? C'est toute cette vie politique et tous ces chefs de gouvernement. Qui veut en parler? Et je pourrais peut-être dire un petit mot. Et je pense que lui-même, Monsieur Netanyahou, à ses débuts, il avait dit que il était pour limiter le nombre de mandats. Et il a changé d'avis à la suite à cause d'intérêts politiques. Mais à ses débuts, il était idéaliste et il avait une idéologie aussi bien économique que politique. Et donc, il a dit beaucoup de choses. Il s'est beaucoup contredit par la suite, mais il était pour la limitation des mandats parce qu'il pensait que le pouvoir corrompt, le pouvoir use. Et c'est un peu ce qui se passe. Et je voulais revenir à ton titre, Oui, oui, William, parce que moi, je t'avais proposé un autre titre, c'est Grandeur et décadence des que j'ai pas gouvernements accepté. Netanyahou. Et peut-être mon ami Jonathan aurait parlé de la grandeur et moi, j'aurais parlé de la décadence. Et Oui, mais alors ça aurait été c'était, trop je pense, assez splittant. équilibré. Non, mais alors, Jonathan, est-ce que c'est trop long, 17 ans passés à la tête donc, du gouvernement en Israël, Jonathan? Est-ce que vous trouvez ça trop long? Trop long. Le souci est que c'est un souci, mais il y a des élections. Tous les, il y en a eu beaucoup Oui. ces dernières années. Je peux en témoigner d'ailleurs. Mais à chaque élection, euh, je dirais même pas qu'il y a eu une volonté du peuple claire de donner un mandat à Benjamin Netanyahou, mais c'est lors de la dernière élection, le peuple a fait un choix clair de donner ce mandat, d'offrir ce mandat à, euh, à Benjamin Netanyahou. Je pense que 17 années de pouvoir, oui, je pense que ça use. Je pense qu'il faut, à un moment donné, réfléchir à rafraîchir, réactualiser les institutions de la vie politique israélienne, de s'adapter aussi à l'époque dans laquelle nous vivons et limiter les mandats du Premier ministre à peut-être deux mandats consécutifs pour ne, pour ne pas voir le Premier ministre s'enivrer de la tête du pouvoir. Maintenant, il y a aussi dans ce qu'on appelle pouvoir l'incarnation du pouvoir. Et lorsqu'on parle d'incarnation du pouvoir, aujourd'hui, au sein de l'échiquier politique israélien, alors certes, il y a
d'autres personnalités au sein de cet échiquier politique, mais aujourd'hui, celui qui incarne, à mon avis, à mon humble avis, et là je donne mon avis de citoyen, je pense que c'est aujourd'hui Benyamin Netanyahou qui incarne aujourd'hui ce que les aspirations d'une majorité des Israéliens, même s'il y a une opposition qui existe. Marco Sarabia, une réaction Moi, ou un je pense commentaire? que il y a un gros problème, c'est que au fur et à mesure de ces mandats, et M. Netanyahou a placé ses hommes partout et dans tous les rouages du pouvoir et au sein de l'administration. Et maintenant, il voudrait arriver à un contrôle total de tout l'appareil politique et judiciaire et de presse et de tout le pays. Et nous, dans l'opposition, on a cru voir ici les prémices d'une dictature. Et donc, depuis bien avant la guerre, 9 mois avant la guerre, nous sommes sortis dans la rue pour protester contre cette tentative de tout dominer et d'éliminer les contre-pouvoirs. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que la démocratie, ça n'est pas seulement le suffrage du peuple, c'est aussi les contre-pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir de la presse aussi. Et ces contre-pouvoirs permettent d'éviter des excès. Et donc, il y a un problème chez M. Netanyahou, c'est que ces contre-pouvoirs dénoncent ces excès et donc il veut les anéantir ou au moins les réduire à des entités obéissantes et soumises. Et on a bien vu ce qui s'est passé avec le ministre de la Défense et qui avait Alors, on va, voilà, peut-être qu'on va en parler après, mais on va je revenir pense sur. que c'était exactement un bon exemple pour illustrer son pouvoir, son désir de pouvoir total. On va revenir sur toutes ces, je l'espère, sur toutes ces questions, en tout cas sur la majorité de ces questions. Mais vous avez prononcé un mot très dur et que je trouve un peu violent. C'est le mot de dictature. Jonathan Serrero, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est pas un peu trop violent le mot de dictature en parlant de Bibi ou du gouvernement? Lorsqu'on, Une lorsque, tentative, hein, j'ai dit. ouais, la dictature, ce serait voir le Likoud et toute la coalition contrôler à la fois les médias, enfin tout l'échiquier politique israélien. Ce n'est aujourd'hui pas du tout le cas lorsque l'on voit les débats au sein des différents panels des télévisions israéliennes où il y a un parti pris anti-Netanyahou assez clair, où on se permet, certains journalistes se permettent de qualifier le Premier ministre de l'État d'Israël d'escroc ou de corrompu ou encore d'assassin, notamment après le meurtre des 6 otages israéliens l'été dernier. La gauche israélienne qui chaque semaine manifeste son mécontentement du résultat des élections d'il y a maintenant près de 2 ans du côté de Tel Aviv, financé aussi par certains groupes euh, associatifs très, je dirais, très puissants économiquement, certains lobbies puissants. Euh, Aujourd'hui, ils peuvent manifester, heureusement. Nous sommes en démocratie. Là, l'opposition manifeste son mécontentement. C'est totalement légitime et sain au sein d'une démocratie. Je ne vois pas Benyamin Netanyahou interdire ces manifestations. Même Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure, laisse faire ces manifestants bloquer notamment le périphérique Ayalon du côté de Tel Aviv. Lorsqu'on parle de contre-pouvoir, aujourd'hui, la gauche israélienne contrôle l'ensemble des contre-pouvoirs à Benyamin Netanyahou. Et lorsque le ministre de la Justice, Yariv Levin, propose de rééquilibrer justement l'ensemble de ces contre-pouvoirs, la gauche crie à la dictature. Donc, Alors, ça me On semble va, un peu, on un va peu obligé exagéré. de réagir. oh oui, oui, je vais vous laisser réagir. Je vais prendre trois points essentiels. On va commencer par
cette fameuse insistance, vous parliez de Yariv Levin, à changer le système juridique. Alors, ce sont trois questions, si vous pouvez répondre tous les deux rapidement. Un, pourquoi cette insistance? Deuxième question, et je passe à autre chose, pourquoi ne pas accepter de commission d'enquête nationale concernant le 7 octobre? Et oui, c'est en vrac. Hein. Et troisième question, qui n'a encore non plus rien à voir, mais je reviens un peu à cette histoire de pouvoir solitaire, pour pas dire dictature. J'ai lu, non, c'est pas que j'ai lu, c'est un édito sur RCJ, une radio que je connais bien, d'un type du CRIF, dont je voyais le nom, qui parle, lui, de presque de dictature. Pourquoi? Parce que les institutions gouvernementales ont arrêté les abonnements à Haaretz. Donc voilà, est-ce que vous pouvez me répondre? Allez, je vais commencer par Marco C'est très Sarabia. vaste. Oui, non, mais c'est pas grave. Chaque point est différent, mais finalement, on revient à chaque fois au gouvernement et à Bibi Netanyahu. Alors, d'abord, je voudrais réagir au propos de Jonathan. Et d'abord, ce n'est pas que la gauche qui manifeste, c'est toute l'opposition et aussi d'anciens ministres de M. Netanyahou et aussi la plupart de tous les chefs des services sécuritaires, tous les anciens chefs d'état-major, tous les anciens chefs de Mossad, du Shin Bet sont aussi dans la protestation. Donc, je ne pense pas que ce soit la gauche et il faut considérer que c'est l'opposition qui manifeste dans tout son ensemble. Et ensuite, deuxième chose, et quand on dit que M. Netanyahou est corrompu, c'est pas nous qui l'avons décidé, mais il est accusé de corruption. Il surmonte maintenant un procès qui dure maintenant depuis plusieurs années, 7-8 ans. Et il le fait traîner, et il le reporte, et sans arrêt, pour plein de raisons, bien avant la guerre. Ça a duré des années, et c'est pas encore fini. Et si vraiment il était convaincu de son innocence, il serait pressé, au contraire, de finir le procès pour essayer d'arriver à un acquittement. Mais comme il traîne la patte, alors il y a de forts soupçons qu'il soit vraiment coupable de corruption, d'abus de confiance et de fraude, et ce sont les chefs d'accusation. Et c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est une enquête de police très très poussée qui a duré des années, sans compter les procureurs du pays qui l'a décidé. Alors, ce sont des dossiers en béton. Troisième chose, et je fais une pause après, et les délinquants, parce que M. Netanyahou est un délinquant, ils ont intérêt à dominer le système judiciaire. Et ben, si M. Levin avait réussi à faire passer sa réforme judiciaire, on en serait arrivé à la situation que M. Netanyahou aurait eu un droit de regard sur les juges qui vont le juger. C'est-à-dire qu'il y a un conflit d'intérêts flagrant. Et je ne comprends pas comment toute personne censée ne voit pas ce conflit d'intérêts. Il y a énormément de conflits d'intérêts dans le règne de Netanyahou. Marco Sarabio, nous avons... Oui, d'accord, je vais revenir parce que vous parlez de personnes sensées, je suis sûr que Jonathan Serrero est une personne sensée. Alors Jonathan, vous avez quand même un droit de réponse, parce que là, il y a eu une avalanche d'attaques sur Bibi. Délinquant. Je ne sais pas quelle est la. Déjà, pour être délinquant, il faut avoir commis un délit. Il faut être reconnu coupable. Vous l'avez dit vous-même. Pour le moment, il est présumé non, innocent. Il n'est pas présumé. Il y a un acte d'accusation en béton avec des milliers d'arguments. Ne parlez pas tous en même temps. S'il y avait un simple doute, il ne serait pas arrivé au procès. Attendez. Le procès est en cours. Et aujourd'hui, le mot de shritout, c'est-à-dire de corruption, n'est peut-être pas avéré. Il n'y a pas eu de jugement encore, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore avéré. Et au regard des méthodes qui ont été employées par la police, mais aussi par l'appareil judiciaire, pour faire cracher le morceau aux témoins de l'État, notamment Shlomo Filber et Nir Refetz, qui étaient des anciens collaborateurs de Benjamin Netanyahou, on peut
légitimement, et là aussi, la justice rendra son verdict. On peut légitimement douter, je dirais, de la validité des accusations qui ont été proférées à l'encontre du Premier ministre israélien, euh, au regard notamment aussi des conversations qui ont été publiées Chers amis, entre Avichai Mendepli, l'ancien procureur du gouvernement, avec certaines personnalités aussi du monde judiciaire israélien. Mais là, on va pas rentrer dans les chers détails. amis, Cela saoulera, à je mon voudrais, avis, les auditeurs. oui, non, je voudrais éviter qu'on s'enfonce dans ce De le problème faire. Ouais. Bien sûr, bien sûr. de jugement ou pas d'ailleurs sur Netanyahou, mais je voudrais que vous répondiez de manière plutôt succincte sur ces trois questions. Pourquoi cette insistance dans la réforme juridique? Un. Deuxièmement, pourquoi cette insistance de ne pas faire de ne pas, oui, de ne pas lancer une commission d'enquête nationale? Et troisièmement, pour répondre à mon ami, parce que en plus c'est un ami du CRIF, est-ce que vraiment cette histoire d'abonnement avec Haaretz est une atteinte à la liberté de la presse? Est-ce que vous pouvez répondre à ces trois questions rapidement? Écoutez, Oui. ces trois questions sont très vastes, mais pour la commission d'enquête, c'est clair qu'il n'a pas l'intention de mettre en place une commission d'enquête indépendante, commission d'enquête nationale indépendante. Il veut nommer une petite commission d'enquête politique, uniquement avec des politiciens, et qui aurait très peu de prérogatives, et afin de pouvoir sortir innocent. Et ce n'est pas pour rien qu'il attaque en ce moment, il tire dans toutes les directions. Il accuse le chef du Shin Bet, il accuse la conseillère juridique du gouvernement, il accuse le chef d'état-major, il accuse la presse. L'abonnement d'arrest, c'est un petit exemple qui n'est pas important, mais au lieu de s'occuper de la guerre et de libérer les otages, à quoi sont occupés les députés? Attendez, on va parler des otages. Attendez, ils sont occupés avec l'intention de fermer la télévision et radio publique, le Tahagid Khan, Oui. Afin d'éviter toute forme d'expression indépendante. Ils ont l'intention de prendre le contrôle du calcul de l'audience. Et l'audience des télévisions, c'est de l'argent, c'est des publicités, c'est le contrôle total des chaînes de télévision. Ils ont l'intention de privatiser la radio de l'armée. Donc, au lieu de s'occuper de la guerre et de libérer les otages, on est en pleine crise. Les députés sont occupés à museler la presse indépendante. Voilà, c'est ça. Alors, ça peut être un exemple. Attendez, c'est pas important. Arès, il va continuer avec ou sans eux, il s'en fout complètement. Je ne sais pas si c'est ça, mais je voudrais demander à Jonathan Severo, est-ce que c'est ça? Est-ce que franchement, à écouter, alors évidemment, il n'est pas de votre bord, il est à gauche toute, puisqu'il fait partie, pardon, des démocraties, mais c'est un réquisitoire terrible. Qu'est-ce que vous en pensez? Contre Haaretz, le fait que le gouvernement suspende sa collaboration avec Haaretz, cela me semble assez naturel et logique, vu que Haaretz colporte de fausses informations sur les soldats israéliens et sur les activités de Tsahal, que ce soit dans la bande de Gaza ou au sud Liban, et qui porte atteinte, et c'est là le plus grave, et qui porte atteinte à l'effort de communication à l'international de l'État d'Israël, à l'image de l'État d'Israël à travers le monde, alors que certaines personnes et bon nombre de personnes œuvrent sans relâche pour défendre cette image à l'international face à une nuée d'ennemis que sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Je veux dire, la guerre de l'image, la guerre de la propagande militaire et politique et diplomatique que mène Israël face à ses ennemis sur les plateformes des réseaux sociaux est sans commune mesure. Nous sommes un petit îlot face à une nuée d'ennemis, et il y a donc oui, mais alors attendez, là, il faut que je
et Moshe Ya'alon, l'ancien ministre de la Défense, qui Du sape Likoud, du totalement, Likoud, qui est un du qui était, Likoudnik. il peut aussi, je dirais, comment dire, faire des erreurs, faire de grosses erreurs, même s'il était autrefois Likoud, Tzipi Livni était Un ministre de la Défense, quand même, un ministre de la autrefois Sécurité. autrefois du Likoud. Et c'est une faute grave, une faute morale grave, surtout lorsque l'État d'Israël est engagé dans une période de guerre et qu'il y a des soldats qui combattent pour le pays sur le front. Alors, excuse-moi, il faut que je réagisse parce que Oui, oui, mais allez-y. l'image d'Israël dans le monde, c'est de la responsabilité du ministère des Affaires étrangères, l'Asbara. C'est pas des initiatives privées de gens de bonne volonté qui ont Ah, défendu mais ça, l'image c'est autre d'Israël. chose, C'est Marco. un échec total C'est autre chose. de Autre la chose. Asbara, de Autre l'explication chose. du ministère des Autre Affaires chose. étrangères. En face à Sur ce l'ONU point-là, aussi, c'est un échec sur ce total. point-là, sur ce point-là, on est presque d'accord. Exactement, c'est ça la vraie raison. Et il ne faut pas accuser les propos de celui-là ou de celui-là, ça n'influence rien. Si on a mauvaise presse, c'est un échec de la Hasbara, du ministère des Affaires étrangères qui ne fonctionne plus, qui ne fonctionne plus. Il y a eu 3 ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés en moins d'1 an. Ça veut dire qu'il n'y a pas de politique des affaires étrangères. Il y a carrément un pis-aller, une déroute. Voilà ce que je pense. Jonathan, je reviens sur ce que Marco a signalé, à chaque fois la privatisation, à l'instant, pardon, la privatisation de ces chaînes et de ce réseau de communication d'État, ce qu'on appelle le groupe CAN, K-A-N. Pourquoi se presser pour privatiser ce groupe d'État qui marche très bien? J'ajoute et j'inclus aussi Galet Tzahal, la radio de l'armée. Pourquoi vouloir privatiser à tout prix? C'est TF1. C'était en 1985, je crois, 6, 6, 6. 86, où l'État a décidé tout simplement de privatiser TF1, de donner les clés à la famille Bouygues. Et aujourd'hui, TF1 ne s'en porte pas plus mal, Oui, mais il y a je France 2. crois. Il y a Il y France a, 2 quand même. il y a France 2. En Israël, il y aura toujours, à mon avis, une radio militaire israélienne, Galet Tzahal, qui remplira un rôle de service public. Et puis, ce service public, il n'est pas tout à fait neutre aussi. C'est la question aussi qu'il faut poser. C'est cela le fond du problème. Selon l'avis des actuels gouvernants d'État d'Israël, et Mais, c'est la raison mais pour en tant que laquelle, journaliste, vous savez très bien que ça c'est la n'existe pas raison la pour laquelle neutralité. aujourd'hui, La aujourd'hui, neutralité, qu'est-ce que c'est? Ça n'existe pas. C'est le travail des journalistes de contrôler ce qui se passe. Les journalistes ont fait, même sous les gouvernements Rabin, ils ont critiqué le pouvoir. Et par exemple, je vous rappelle que Arié Deri, s'il a fait de la prison, c'est grâce à un travail de fond d'un journaliste qui a découvert les corruptions. Et c'était un ministre du gouvernement de Marco, Rabin. le C'est-à-dire problème, c'est que qu'aujourd'hui, le il y journaliste qui a fait son Une seconde, travail, il doit pas tout aussi le monde, contrôler le pas tous en même gouvernement. temps. C'est Ok. normal. aujourd'hui. Je voudrais simplement, Jonathan, simplement faire une petite, euh, pas un petit rectification, mais simplement éclairer, pardon, nos téléspectateurs et dire qu'il y a quand même la 11, la 12, la 13 et maintenant il y a 24, en plus de la chaîne. Non, la 11, c'est Cannes, pardon. Il y a la 12, la 13 et I24 et la 14, qui sont quand même d'autres chaînes privées. On peut choisir de zapper sur une autre chaîne si cela ne nous convient pas. Concernant ce souci-là de privatisation ou pas privatisation, le souci, c'est que ces dernières années, on a vu certains journalistes avoir eu une certaine connivence avec certaines personnalités, notamment de l'opposition israélienne, et cela pose aujourd'hui problème sur la neutralité de ces journalistes. Alors, il y a des journalistes qui sont marqués à droite et il y a des journalistes qui sont marqués à gauche.
des deux côtés. Et aujourd'hui, c'est le fond aujourd'hui du problème. C'est aujourd'hui, on voit des télévisions où chaque soir, on profite de sa petite minute, de ses petites 2 minutes pour taper soit sur le gouvernement ou soit même au sein de la chaîne 4, de la chaîne 14, où on voit des journalistes taper continuellement sur des personnalités de Bon, l'opposition israélienne. la chaîne 14, un chœur, une chorale en encensement au gouvernement. Ça Oui, n'est pas, non, mais au aujourd'hui, contraire, c'est un mauvais exemple. Vous prenez la chaîne 14 est complètement dirigée pour diffuser la propagande du gouvernement. la chaîne 12 est totalement aussi dirigée pour taper Bon, sur le Mais à gouvernement 12, il y israélien. a Mais Amit Segal. Amit Segal, il oui, est aussi oui. complètement dirigé pour défendre M. Netanyahou. Donc, il y a un Bon, certain pluralisme. Moi, je me rappelle qu'à I24, chaque fois qu'on m'a invité, on me disait souvent, c'était pour équilibrer les débats. Eh bien, moi, je vois que dans la 12, aussi bien que la 13, il y a des gens clairement prononcés à droite. Boaz Bismuth et Berdugo, et ce sont des gens qui sont clairement prononcés en faveur du gouvernement. Donc, vous les voyez dans toutes les chaînes. Donc, alors, je pense que on va sortir je veux dire, des médias. Je voudrais revenir sur un point important. Euh, L'éradication du Hamas et la libération des otages sont-ils toujours des objectifs de guerre de Bibi? non, non. Je vois que on a raté plusieurs occasions de faire un accord pour libérer les otages. Et je pense que Bibi n'a pas intérêt à libérer les otages parce que ça voudrait dire arrêter complètement la guerre et faire rendre des comptes et aussi perdre peut-être sa coalition parce que l'extrême droite a des vues sur Gaza. Ils ont déclaré ouvertement qu'ils voudraient recréer des implantations à Gaza. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on se retire de Gaza. Et donc, sa coalition est en danger. Il y a deux choses qui le mettent en danger. C'est justement l'arrêt de la guerre et l'enrôlement des orthodoxes. En pleine guerre, les membres de la Knesset sont obligés de préparer une loi pour exempter définitivement les jeunes orthodoxes de l'armée. Et c'est complètement injuste, évidemment, quand nos enfants, ils doivent ne pas dormir la nuit pour défendre le pays, les Ravrei Knesset, au lieu de s'occuper justement de leur Bon. intérêt, ils s'occupent uniquement de leur survie politique. C'est Quand je lève le doigt, ça veut dire que je donne je donne la parole, pardon, à l'autre bord. Jonathan, est-ce que ce sont toujours des objectifs de guerre? évidemment, on voit mal le Premier ministre israélien, je dirais, mettre de côté la question des otages et dire aux généraux de Tsahal d'arrêter les recherches des otages dans la bande de Gaza. Pour vous donner un exemple, il y a des appels en ce moment auprès de la population gazaoui pour essayer de les faire collaborer et d'obtenir des informations sur les lieux des cachettes des otages. Il y a des discussions qui sont menées actuellement aussi par les différentes médiations, qu'elles soient égyptiennes, qataries et américaines. Donc la question des otages est une question et bien évidemment reste un objectif de guerre. Le Premier ministre multiplie les efforts pour essayer de faire avancer ces discussions, mais la gauche israélienne oublie que parfois et souvent, malheureusement, qu'Israël est confronté à un ennemi cruel qui s'appelle le Hamas ou le Hezbollah ou je ne sais quelle organisation terroriste, et qu'aujourd'hui, ce Hamas refuse tout simplement de collaborer, et même la population gazaoui refuse de transmettre des informations sur le lieu de ces cachettes et refuse de transmettre des informations qui semblerait primordial pour essayer de faire avancer cette libération. Jonathan Sergio, est-ce que Benjamin Netanyahou est-il l'otage de Smotrich et Ben Gvir, comme vient
le dire ou presque. Marco, ça va bien. Qu'est-ce que ça veut dire otage? C'est-à-dire Il y a que, dans cette coalition euh, qui a été élue, je le rappelle, des membres des partis sionistes religieux, que ce soit Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Ils font partie de la coalition majoritaire. Ainsi va, je dirais, les institutions de la politique israélienne, de la vie politique israélienne. Ça fonctionne comme ça. Donc c'est tout un patchwork et il faut composer avec ces personnalités-là. Aujourd'hui, pour que Benjamin Netanyahou continue de régner et Mais à quel prix? À quel prix, d'exercer, Jonathan? À quel prix il va garder cette coalition? ainsi va son mandat jusqu'à encore 2 ans. Il a encore 2 ans de mandat. Après ces 2 ans, il remettra son mandat aux Israéliens et ce seront aux Peut-être. Israéliens de Si nous en, sommes encore une démocratie, il y aura peut-être Mais des bien élections. Il y aura évidemment, peut-être des élections. alors, il y aura bien évidemment des je, élections. je lève le Benjamin doigt comme à Netanyahou l'école. aime les campagnes électorales. Il adore les campagnes électorales. Il le fera. Je lève le doigt. Ça presque fait partie on va dire, de mes premières velléités de titre. Allez, j'y vais. Entre les problèmes de Benjamin Netanyahou, on en a parlé, on ne va pas revenir là-dessus, en Israël, problèmes juridiques, et les problèmes à l'international, la CPI, y a-t-il des chances? Non, ce n'est pas une chance. Y a-t-il une possibilité qu'il se retrouve en prison? Et la Pour France moins l'a que. aidé. La France l'a aidé d'ailleurs, Et, apparemment, d'après ce que j'ai pu Yam, comprendre. Oui, écoute-moi, tu parles en fait de la Cour internationale de oui, 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 la La Haye. Haye. Entre La Haye et Tel Aviv, et donc les Alors, poursuites ici et pour Tel là. Aviv, pour Tel Aviv, c'est clair que M. Olmert, qui était Premier ministre, est allé en prison pour bien moins que ça, pour un acte d'accusation moindre, très tout petit. Et donc, il y a de fortes chances que oui, il soit inculpé complètement et il aille en prison. Et pour la Cour internationale de justice, c'est aussi une preuve que la Cour internationale de justice ne fait pas confiance en notre système judiciaire qui subit les coups de boutoir de la coalition et qui, depuis des années, et ils ne sont pas confiance et qu'il y ait une commission d'enquête ici parce ils ont dit clairement qu'il n'y aurait pas de commission d'enquête nationale. Donc, si on avait donné des garanties que toutes les protections judiciaires soient remplies, alors peut-être qu'on n'aurait pas eu cette condamnation internationale. Mais vu qu'on déclare ouvertement que les juges sont nos ennemis, que les ministres attaquent tous les contre-pouvoirs, et donc c'est eux qui ont dit, par exemple, c'est des ministres qui ont dit on va tout raser à Gaza, on va tous les tuer. C'est des ministres qui ont participé au sabotage d'un convoi humanitaire au début de la guerre. Et ça fait très mauvaise presse. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est-à-dire que c'est le gouvernement lui-même qui a attiré toutes ces condamnations. Au contraire, l'armée a tout fait, et on le sait, pour éviter les victimes civiles. C'était clair. Ils ont tout fait et ils l'ont prouvé. Ils ont fait passer des vidéos, Marco, des Marco, explications. Mais si on n'a pas confiance au système judiciaire israélien, c'est le résultat. Marco, merci. Alors, j'en attends une réaction. Je suppose que vous en avez eu. Après ce qui vient d'être dit Euh, par Marco. Ça m'attriste de voir la gauche israélienne prendre fait et cause pour les ennemis de l'État d'Israël et oublier, encore une fois, qu'il existe des ennemis à l'État d'Israël. Et la Cour pénale internationale fait partie des ennemis de l'État d'Israël, non pas en tant qu'institution, en tant qu'institution, mais au regard de sa composition et de l'identité notamment de son président qui a acquis à la cause nazi-islamiste. N'ayons pas peur des mots. On le sait, qui bénéficie notamment de la protection notamment
des Qataris, des financements aussi, des financements de certains pays musulmans, notamment le Qatar pour ne pas le citer. Et donc, on arrive à une décision qui est totalement, il faut le dire, totalement ubuesque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Premier ministre élu démocratiquement, qui, après le massacre de 1200 personnes par une entité terroriste, se voit aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt international au même titre que certains autres bouilleurs d'enfants, alors que certains vrais assassins, certains chefs d'État, notamment Bachar el-Assad ou d'autres despotes nord-coréens, eux, rien du tout. Rien du tout. Et aujourd'hui, la gauche israélienne prend fait et cause pour ce genre d'institution qui a perdu toute crédibilité aujourd'hui. L'ONU, on le sait, collabore et a collaboré avec le Hamas par l'intermédiaire de l'UNRWA dans la bande de Gaza. La CPI ferme les yeux, notamment sur l'aide humanitaire qui est offerte chaque minute. Et je sais de quoi je parle, puisque j'ai réalisé un reportage sur l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, comment ça fonctionne, les réunions qui sont organisées chaque jour entre les responsables israéliens, les responsables onusiens, les responsables internationaux pour s'inquiéter que l'aide humanitaire arrive bel et bien dans la bouche des Gazaouis. Mais voilà, à Gaza encore, il y a le Hamas qui intercepte cette aide humanitaire. C'est juste un exemple. Et aujourd'hui, voir et entendre ce genre d'argumentaire, c'est triste. C'est triste. Alors, Vous avez parlé de Bachar el-Assad. Est-ce que la nouvelle donne géopolitique au Moyen-Orient, avec ce qui se passe en Syrie, surtout dans le nord de la Syrie, est-ce que ça va dans le sens de Benjamin Netanyahou ou pas, ou pas du tout, ou un peu? Qu'est-ce que vous en pensez? Jonathan, parce que vous avez la parole. Et vous êtes un Écoute, géopoliticien. c'est un grand mot. Je dirais que l'accord de cessez-le-feu rabat quelque peu certaines cartes et surtout, ce qui rabat certaines cartes, c'est l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche au mois de janvier prochain. Et on se souvient, il y a de cela quelques jours, Benjamin Netanyahou a exercé une certaine pression sur Bachar el-Assad en lui intimant l'ordre de collaborer notamment à l'application du cessez-le-feu, d'éviter notamment de voir la Syrie être utilisée comme plaque tournante des transferts d'armes entre l'Iran Le Hezbollah. et le Hezbollah. Euh, les rebelles, pendant cette année de guerre, ont observé ce qui se passait et ont observé aussi l'affaiblissement de Du l'axe Hezbollah. chiite, l'axe Absolument. chiite, que ce soit du Hezbollah, mais aussi de la tête de la pieuvre de De l'Iran. 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 Et les rebelles savent que prochainement, Et, pourquoi pas, Israël frappera directement et même le des territoire Russes qui sont iranien. occupés, et même des Russes qui sont occupés en Alors, Ukraine. et il y a la question russe aussi. Il y a de cela quelques semaines, Ron Dermer, le ministre des Affaires stratégiques, s'est rendu à Moscou, notamment pour discuter avec Vladimir Poutine, pour essayer de coordonner notamment la mise en application de ce cessez-le-feu. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous sommes parvenus à un cessez-le-feu. C'est que Vladimir Poutine a été directement impliqué dans Oui. les discussions et la mise en application de ce cessez-le-feu. Maintenant, reste à savoir si ce cessez-le-feu Tiendra, oui. tiendra le coup et comment s'opéreront les futures opérations israéliennes au Liban. Un commentaire de Marco sur Marco alors, Sarabias. plusieurs choses. Si on est arrivé à un cessez-le-feu au Liban contre un ennemi très dangereux, comment ça se fait qu'on n'est pas arrivé à un cessez-le-feu à un ennemi bien moins dangereux, le Hamas, à Gaza? Et il y a peut-être des raisons politiques, hein, Jonathan. Écoute, il faudra bien le reconnaître un jour. Deuxième chose, est-ce que
il faut se faire du souci pour Bachar el-Assad en Syrie. Je ne crois pas. Parce que s'il a survécu la guerre de Syrie, il a survécu à Daesh, il a survécu à tout, il restera en place encore longtemps jusqu'à sa mort. Et donc, surtout pas se faire du souci, ça continuera. Il est un autre allié silencieux d'une certaine manière parce qu'on a bombardé la Syrie plus d'une fois et on n'a jamais eu de réaction syrienne. Donc, je pense que c'est plutôt positif. Et deuxième chose, et le Liban, et justement, on a attendu quand même et presque un an pour intervenir au Liban, même si déjà dès le 8 octobre on était bombardé. On aurait pu depuis longtemps prendre le contrôle des contreforts du sud Liban parce que on aurait déjà, au lieu d'exiler 80 000 personnes de la population du Nord, on aurait pu peut-être déjà réagir à ce moment-là. Et tous les moyens, les réalisations magnifiques de Tsahal au Liban et à Gaza, il faut le dire, auraient pu se faire bien avant. Et pareil, vous voyez, il y a eu un ordre de priorité et qui était clair, mais ce n'était pas pour libérer les otages. Si on a commencé par Gaza, ce n'était vraiment pas pour libérer les otages parce que on a saboté ces accords plus d'une fois. C'est vrai que le Hamas n'y a pas mis du sien. C'est vrai que le Hamas, ce sont pas des enfants de cœur, ce sont des criminels, mais des terroristes. Mais on a notre part de responsabilité. Il faut pas oublier qu'on est l'armée la plus forte. On est plus fort que le Hezbollah, on est plus fort que le Hamas. Donc, il faut monnayer tous ces succès militaires en succès diplomatiques. C'est ça que je déplore, c'est que tous ces succès militaires concrètement ne se sont pas concrétisés sur le terrain. Alors, pour ce qui concerne l'accord des otages, c'est très important de dire qu'il y a eu plusieurs occasions manquées. Et par exemple, en juin, et tout d'un coup, et M. Netanyahou a dit ah non, je décolle pas de la frontière égyptienne à l'axe Philadelphie. Mais l'axe Philadelphie, on aurait pu le prendre déjà le 8 octobre, on aurait pu le conquérir en espace d'un jour. Et tout d'un coup, en juin, quand l'accord des otages est très proche, on fait capoter ça. Ensuite, deuxième chose, en septembre, et quand les 6 otages ont été assassinés, au moment où Tsahal se rapprochait un peu trop près de leur prison, de leur tunnel où ils étaient emprisonnés et tenus en otage, eh bien, ils ont été assassinés. Eh bien, tout d'un coup, on a sorti un document secret que l'armée avait classifié top secret et qui tout d'un coup s'est retrouvé dans les mains d'un proche collaborateur de M. Netanyahou qui a même pas la qualification sécuritaire La fameuse pour arriver affaire à ce Edelstein. document. La fameuse Edelstein. Et donc, ce document, qu'est-ce qu'il disait? Il disait en arabe que on va aller envoyer les otages en Égypte, on va les faire sortir de Gaza. Et on ne sait même pas qui a signé ce document, on n'est même pas sûr que c'est la direction du Hamas, mais c'était un document top secret. Et comme par hasard, le proche collaborateur de M. Netanyahou a fait fuir ce document à un grand journal allemand. Allemand, le Bill. Alors, Je ne veux pas qu'on revienne, on a tout fait sur pour cette affaire. saboter l'accord des C'est un otages. peu compliqué. Alors, écoutez, je sais que je ne vais pas vous mettre d'accord, encore moins sur cette prochaine question, mais soyez plus succinct dans vos réponses. Je commence par Jonathan. Qui veut la peau de la conseillère juridique du gouvernement Baharav Miara? Qui veut sa peau? Jonathan. Elle-même, elle-même, elle creuse un peu plus chaque jour je vais pas dire ça tombe parce que Non, non. ce serait malvenu, mais en tous les cas, elle n'arrange pas son cas. Elle n'arrange pas son cas au regard de sa mauvaise volonté à jouer tout simplement son rôle de conseillère juridique au gouvernement et pas conseillère juridique au judiciaire, tout simplement. Euh, on le sait, elle a été nommée par l'ancienne mandature du duo Bennett-Lapide et aujourd'hui,
ces décisions portent atteinte ou mettent des bâtons dans les roues à l'avancée, aux prises de décision possibles éventuelles des différents ministres de ce gouvernement. OK. Monsieur Marco Sarabia, vraiment une réponse courte, parce que après j'ai 2 ou 3 dernières questions également des réponses courtes. Alors, c'est simple. Elle rappelle la loi, c'est tout. Par exemple, pour l'enrôlement des ultra-orthodoxes, c'est une injustice flagrante de les exempter. Et au moment où la guerre, nos enfants croulent sous le fardeau sécuritaire, elle ne fait que son travail quand elle rappelle que c'est une injustice. C'est l'égalité devant la loi et la loi de l'enrôlement. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Quand elle dit, par exemple, qu'il y a un conflit d'intérêts chez M. Netanyahou, mais c'est lui-même qui a signé ce conflit d'intérêts pour pouvoir se représenter à une candidature il y a quelques années devant la Cour suprême. Il a dit qu'il était capable de gérer son procès et de diriger le pays en même temps. S'il avait dit qu'il n'était pas capable, la Cour suprême ne lui aurait pas permis de se présenter comme Premier ministre. Il y a des conflits d'intérêts. Alors, si elle fait son travail de rappeler la loi, ça n'est pas politique. C'est uniquement, elle fait son travail, c'est tout. Alors, voilà, si maintenant, ma dernière question, je l'ai laissée pour la fin, c'est peut-être la plus importante. Finalement, existe-t-il un concurrent sérieux à Benjamin Netanyahou? J'en attends. C'est une vaste question. Aujourd'hui, à mon humble avis, aucun. Mais d'ici 2 ans pourrait se révéler une nouvelle personnalité Vous avez un nom? Vous avez un nom en tête? au sein de la société, au sein de la société civile peut-être israélienne, des mouvements de réservistes, notamment aussi des mouvements proches des habitants, que ce soit du sud ou du nord d'Israël, des personnalités qui ont vécu aussi peut-être dans leur chair ce qui s'est déroulé le 7 octobre. Je crois vraiment au vent du changement aux prochaines élections, si cela peut rassurer Marco. On va, Je on va lui pense demander. vraiment, je pense vraiment qu'il y aura un changement profond. Hein. Je dirais pas à 100%, mais il y aura vraiment un changement au sein de la vie politique israélienne. Et je pense que ce changement sera bénéfique. Et à mon humble avis, il doit avoir lieu ce changement, car depuis maintenant 7 ans, euh, c'est beaucoup, et je pense que certains politiques sont dépassés, usés, et surtout portent en eux les cicatrices d'un massacre qui restera pour nous aussi comme traumatisant et comme une marque indélébile. Marco Sarabia, vous aurez le dernier mot de ce spécial grand débat sur Benjamin Netanyahou entre vous, donc homme de gauche, et Jonathan Serrero, que je ne qualifierai pas d'homme de droite, même s'il a de certaines positions, mais qui est un journaliste indépendant. Voilà. Marco, c'est à vous. Bon, Alors, il n'y a pas de... y a-t-il quelqu'un, une personnalité qui peut être un concurrent sérieux à Benjamin Netanyahou? Alors, d'abord, il n'y a pas de honte à À être part Yair qualifié Golan. de À droite. part Yair Golan. Et il n'y a pas de honte à être qualifié de droite, et c'est une idéologie qui se respecte et que je Mais respecte. je n'ai pas dit le contraire. Et donc, si quelqu'un veut s'affirmer de droite, je le respecte complètement. Et je respecte parfaitement les positions de M. Jonathan Serrero, qui a bien argumenté, qui a vraiment donné Non, c'est toutes les avant tout un idées. journaliste. Hein, je Oui, dois mais quand même c'est le vrai, préciser. mais on voit que c'est quelqu'un qui domine le sujet, et bravo Jonathan. Et c'est pour ça qu'il est Et là. Hein. oui. Alors, est-ce que vous Alors, avez. Alors, écoutez, c'est très simple. C'est oui, très simple. N'importe qui se c'est trop facile. présentera sera meilleur que Netanyahou. C'est trop Pourquoi? facile. Parce que C'est n'importe trop qui, facile.
Ah non, attendez, je vous explique. Ok, ok, Quelqu'un ok. qui n'a pas de, attendez, quelqu'un Moi, qui par n'a exemple, pas moi. de dossier pour corruption, Oui. quelqu'un qui serait honnête et qui travaillerait pour le peuple, et quelqu'un qui aurait moins de pouvoir. Parce que trop de pouvoir concentré dans un seul homme, c'est contraire au principe de la démocratie. Il y a trop de pouvoir, il y a trop de béni-oui-oui autour de M. Netanyahou à tous les postes clés de l'État, et il a un pouvoir énorme. Il a concentré, il a accumulé un pouvoir politique énorme et c'est très mauvais pour la démocratie. Donc, n'importe qui se présentera et qui sera honnête, qui voudra travailler pour le peuple et qui acceptera de travailler en équipe, parce que tous les gens qui ont émis un avis un peu contraire à M. Netanyahou se sont retrouvés dehors très très vite. M. Lieberman, M. Bouguia Allon, Bennett, tous se sont retrouvés dehors dès qu'ils Il y en a un qui est revenu quand même. pensaient indépendante. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça que Donc vous je n'avez pas de dis nom. que Vous dites n'importe qui n'importe sera qui, donc il n'y a pas de nom. meilleur que Ok. lui. Et personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Merci, messieurs. Merci, Marco Sarabia. Bonne chance Merci. à Israël. Bonne chance à Israël dans cette crise terrible. Et j'espère que la paix reviendra. Merci, Marco Sarabia. Merci, Jonathan Serrero. Merci d'être Merci intervenu William. dans ce grand débat. Et je vous dis à une autre fois, à un autre débat, peut-être encore ensemble. À bientôt. Au revoir. Au Vous étiez revoir. sur Tandem TV. C'était le grand débat.